La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine 2, la deuxième semaine de ce cours massif en ligne sur une introduction sur la résilience pour le développement. Je suis Laurent Mespa, votre facilitateur pour ce cours en ligne francophone, organisé conjointement des Nations Unies pour le développement et le NBSAP Forum de la Convention pour la biodiversité, avec d'autres partenaires. Donc, bienvenue à tous les participants pour ce webinaire. Après, donc, nous aurons une présentation. Après la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions et nous allons continuer les discussions. Je vous rappelle aussi que si vous voulez poser des questions, vous levez la main. Vous avez une main que vous pouvez cliquer, sur laquelle vous pouvez lever. Une fois que vous avez levé la main, je pourrai vous donner la parole, car votre microphone est éteint pour l'instant. Donc ça sera après la présentation. Nous voulons vous rappeler aussi à tous les participants que les cours en ligne sont obligatoires si vous voulez obtenir le certificat du cours en ligne à la fin du cours. Donc, vous avez des cours en ligne que vous devez faire et les répondre aux questions. Ça, c'est obligatoire pour avoir le certificat. Et de plus, nous vous encourageons aussi à participer au forum de discussion écrite en ligne, ainsi que les devoirs maison. Alors, le thème de cette semaine est toujours sur la résilience. Il s'agit d'approfondir la question de la résilience et aussi de discuter les méthodes d'évaluation de résilience. Donc, d'employer une réflexion sur la résilience et sa mise en œuvre et des initiatives de conservation et de développement durable. La question sur la résilience est un concept utile qui peut aider à garantir la gestion durable des systèmes socio-écologiques, mais comment peut-elle être mise en pratique? Bien que la réflexion sur la résilience soit souvent perçue comme une approche ouvertement académique, des efforts sont en cours pour l'employer de façon appropriée et plausible dans des contextes réels. Ce webinaire explore les 7 principes de résilience identifiés par des chercheurs et réfléchit à la façon dont ils peuvent être employés. Ils seront également discutés les résultats d'un groupe de travail mondial durant lequel des participants de gouvernements nationaux ont passé en revue d'un œil critique des outils et approches de résilience selon leur propre point de vue. Donc, notre présentateur pour cette semaine est Tristan Tirel, qui a bien voulu accepter de nous faire la présentation en français. Christian Tirel est chargé de programme Suite Bio au Stockholm Resilience Center. Les travaux de Tristan portent principalement sur la biodiversité, les services et la résilience écosystémique, en mettant l'accent sur des solutions pour le changement climatique et le développement durable qui reposent sur les écosystèmes eux-mêmes. Cela comprend le suivi et la contribution au processus relatif aux politiques internationales, telles que dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement du climat, CCNUCC, la CBD, la Convention pour la biodiversité, et les objectifs de développement durable et d'autres conventions internationales, ainsi que la facilitation de travaux auprès des principaux partenaires et l'approfondissement du renforcement des capacités, comme par exemple des séminaires d'échange réunissant plusieurs parties prenantes. Tristan est titulaire d'une maîtrise des sciences en biologie de la conservation obtenue à l'Université de Kent au Royaume-Uni, ainsi qu'une licence en sciences environnementales auprès de Trinity College
à l'Université de Dublin, en Irlande. Donc, Tristan Tyrrell, bienvenue. La parole est à vous. Merci beaucoup, Laurent, et bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien capable de m'écouter et aussi que vous êtes capable de me comprendre. Je crois qu'il y aura une bonne opportunité pour des questions et discussions après, mais s'il y a quelque chose qui est peut-être perdu à cause de la connexion ou si j'explique quelque chose pas super bien, s'il vous plaît, levez votre main et j'espère que je serai capable à le bien expliquer après. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Merci. OK, parfait. Merci. OK. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est sur la réflexion de la résilience et comment on peut le mettre dans un monde plus pratique. Juste pour commencer, je voudrais vous expliquer un peu c'est quoi exactement mon organisation. Le Stockholm Resilience Center, qui est en Suède, c'est une agence académique dans l'Université de Stockholm qui est chargée comment on peut comprendre bien cette idée de résilience et comment on peut le mettre plus dans la politique. Moi-même, je travaille pour un programme dans le centre. Il s'appelle SwedBio et c'est, comme on s'est écrit là-bas, une interface de connaissances contribuant à la réduction de la pauvreté, au moyen de subsistance durable à l'équité et au bien-être humain via le développement des écosystèmes et de sociétés résilientes. Donc, comme Laurent a vous expliqué, mon emploi, c'est plus comment on peut traduire cette connaissance et des pratiques plus traditionnelles, plus faites par les communautés, plus et les ONG, etc., dans les discussions de l'ONU, dans le CBD, etc. Bon, pour cette présentation, on va considérer des expériences de réflexion sur la résilience dans la recherche, la politique et en pratique. Et aussi, on va partager un peu des expériences et approches variées d'évaluation sur la résilience à des multiples échelles et dans des multiples objectifs. Et finalement, comment généraliser, intégrer la résilience. Explorer et formuler des recommandations sur comment intégrer et généraliser la réflexion sur la résilience dans des politiques et des pratiques clés. Bon, notre vision du monde. C'est sûr que l'humanité est partie de la biosphère, mais des fois, on oublie la connexion entre nous et la biosphère. Et cette image à la droite, c'est, on l'appelle le gâteau de mariage. C'est comment notre société, notre économie est dépendante sur la biosphère. Le problème maintenant est dans cette époque de l'anthropocène, cette idée que toute la planète est vraiment impactée par les humains, qu'on oublie ces connexions. Et qu'est-ce qu'on veut, on veut vous montrer ici, c'est comment les objectifs de développement durable de l'ONU sont vraiment connectés enfin sur la biosphère. Qu'on est vraiment complètement dépendant sur cette biosphère. Et on croit que cette idée de résilience
doit reconnaître mieux ces connexions. Donc, ici, c'est juste une petite explication plus que toutes les choses sont imbriquées, que les écosystèmes locaux sont dépendants sur des autres écosystèmes à échelle plus grande, mais même que notre société est aussi imbriquée, qu'on a des pratiques, des connaissances écologiques, mais eux, ils sont dépendants aussi sur des institutions, des gouvernements, et rien n'est séparé, tout est connecté. Et c'est connecté surtout entre cette pratique et politique et l'écologie, entre la société et l'écologie, pas des pratiques de gestion, mais aussi avec des boucles de rétroaction des écosystèmes. Ici, à la droite, je vais expliquer les 7 principes sur la résilience. Et ça, c'est juste pour montrer comment ils sont connectés. Mais je vais les expliquer un peu plus dans quelques minutes. Et cette image, c'est juste pour montrer que les communautés locaux sont aussi dépendantes sur les écosystèmes locaux, mais aussi qu'ils sont connectés avec le monde à l'extérieur. Ça, c'est pas une chambre juste pour une famille, qu'ils sont aussi connectés avec des marchés et la commerce plus grand que eux. Mais aussi, ils sont vraiment dépendants sur les services écosystémiques qui sont plus grands, mais aussi qu'ils sont dépendants sur des politiques des gouvernements ou des autres organisations, même des ONG, etc. Et enfin, peut-être l'ONU aussi. Bon, ici, c'est on veut mettre cette idée de la réflexion sur la résilience comme une angle d'analyse, dirais-je, que ça dirige l'attention vers variables clés du système et les interactions, même aussi que il y a des changements systémiques non linéaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué et c'est une forme pour mieux comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut être géré. Il y a aussi des interactions d'échelle, comme je viens d'expliquer, mais surtout, il y a des chocs, perturbations et moteurs de changement abrupts ou progressifs. Et avec toute cette idée de la forme de gestion est compliquée, avec beaucoup des choses qui doivent être considérées et considérées. Donc, il y a 3 choses à garder en mémoire. Gérer la résilience ne signifie pas ne pas changer, que c'est sûr que notre système socio-écologique doit être changé pour mettre mieux cette idée de résilience. Mais que la résilience n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. Ça dépend vraiment sur la trajectoire et je vais l'expliquer un peu plus dans quelques minutes. Et aussi, est-ce qu'on gère bien pour l'adaptation ou la transformation? Et ça existe cette idée, la première loi des trous, que si tu te trouves dans une trou, je viens d'oublier le mot en français, to dig. C'est long, que Dieu. Creuser. Creuser un trou. Creuser. Oui. Ouais.
Si vous vous trouvez dans un trou, creusez peu. Parce que des fois, vous allez pas dans la bonne direction. C'est ça. OK. Avant d'appliquer un principe, c'est important à penser si la résilience est de quoi, envers quoi et pour qui. De quoi? C'est quoi exactement les services écosystémiques qui sont désirés? Envers quoi? Des chocs. On veut avoir un système qui est résilient des chocs imprévus et des changements continus et progressifs qui nous prennent dans une mauvaise direction. Et finalement, pour qui? C'est qui va bénéficier et qui va perdre. Donc, est-ce que cette construction de la résilience enracine ou exacerbe des inégalités existantes? Et il y a une connexion entre toutes ces questions. Des principes de la résilience. Comme j'ai dit, il y a 7 principes. Selon cette, j'espère que vous êtes capable de le voir en bas, il y a une citation pour un livre. Malheureusement, je sais pas, je pense que c'est pas c'est disponible. difficile à lire. Ouais. Il y a des autres des autres publications qui le prend peut-être en français. Donc, comme j'ai dit, l'idée de résilience est la capacité à gérer un changement et à continuer à se développer s'il y a ces chocs ou perturbations au changement. Donc, nous devons donc accroître notre savoir sur comment s'adapter et façonner le changement. Et donc, c'est le Stockholm Resilience Center a proposé un ensemble de caractéristiques explorées pour améliorer la capacité des systèmes socio-écologiques dans cette époque de l'Anthropocène. Les 7 principes. Je vais expliquer chaque maintenant. C'est juste une petite overview. Le premier, maintenir la diversité et la redondance. Gérer la connectivité. Gérer les variables lentes et les boucles de rétroaction. Encourager la réflexion sur les systèmes adaptifs complexes. Encourager l'apprentissage. Élargir la participation et promouvoir les systèmes de gouvernance polycentrique. Bon, la première, maintenir la diversité et la redondance. C'est clair que si on a un système qu'il y a juste une espèce ou une forme qu'on concentre trop sur peut-être un produit d'agriculture ou quelque chose comme ça. Ici, il y a une catastrophe, un choc, c'est probablement que cette espèce dans une locale ou ces plantes d'agriculture qui est cultivée n'est pas capable à répondre bien. Et si c'est perdu, qu'il n'y a pas des autres qui peuvent aider cet écosystème, cet système à continuer après, que tout sera perdu. Donc, cette idée est qu'on a besoin d'une bonne diversité et aussi la redondance, qu'on a en fait
beaucoup des espèces, beaucoup des paysages, des acteurs qui sont capables à répondre différemment aux perturbations, aux changements. Et l'idée de redondance, en fait, il y a plusieurs qui sont là, mais peut-être sera capable à nous aider dans une choc, une perturbation. Oui, qui peut se compenser fonctionnellement. Mais c'est aussi clair que il y a un avantage de diversité aussi que si, par exemple, si on a une situation où il y a vraiment beaucoup de diversité, de la redondance, mais l'abondance de chaque élément dans ce système est petit, que ça, c'est pas bon aussi, même qu'il y a des complications avec la gestion et avec des autres ressources, peut-être la finance, la capacité des personnes à comprendre tout qui est là et comment le gérer, et aussi pour le communiquer. Il y a toujours un défi à communiquer bien des systèmes complexes ou des politiques, des personnes au dehors un peu de cet système de gestion. Deuxième principe, gérer la connectivité. OK, comme j'ai dit, il y a c'est bon avoir cette diversité, cette redondance, mais c'est aussi important à reconnaître qu'il y a des connexions entre toutes les parts, les acteurs, les ressources, les espèces dans ces systèmes socio-écologiques. Et comment ils intégrer ça c'est important pour gérer pour la résilience. Donc, je vais prendre. Voilà. So, un système qui est bien connecté peut améliorer la résilience. On offre des liens vers le moyen de récupération après une perturbation ou en fournissant de nouvelles informations. Et on construit un sentiment de confiance au sein des réseaux sociaux. Mais il y a aussi un défi que si la connectivité est trop grande, une perturbation localisée peut se répandre à travers le système où les connaissances peuvent devenir trop homogènes. Donc, par exemple, si un système est vraiment vraiment connecté à une grande échelle, s'il y a des perturbations plus locaux, le système n'est pas bien capable à l'aider parce que peut-être la connaissance vraiment locale est plus spécifique est peut-être trop spécifique pour un système de réponse générale peut comprendre et peut préparer. Donc, c'est nécessaire à reconnaître que même dans ces connectivités, qu'il y a des niveaux de cette connectivité, même entre les systèmes plus locaux que peut-être un système des connexions aux écosystèmes plus grands, mais même au niveau
de pays au plus haut de régions, par exemple. Troisième principe, gérer les variables lentes et des boucles de rétroaction. Des variables lentes, j'ai expliqué, j'ai parlé un peu plus sur les idées de choc, de perturbation, qui sont comme les catastrophes, par exemple un tremblement de terre ou un tsunami ou quelque chose comme ça, qui est vraiment immédiat. Mais il y a aussi des variables lentes qui changent après quelques années ou peut-être plus, qui doit aussi être géré. Et le problème est que ça peut être difficile à voir, à expliquer aux politiques, à prouver que c'est quelque chose qui est important et doit être géré. Donc, par exemple, ça peut être avec le changement climatique, des changes dans le système de pluie pour une locale. Et pour essayer à convaincre les politiciens que quelque chose doit être fait pour changer le système à cause de cette variable lente peut être difficile à mettre dans des chiffres ou quelque chose qui peut l'expliquer bien pour eux. Et il y a des autres problèmes, peut-être sociaux, qu'ils considèrent plus immédiats, qui a besoin d'attention dans ce moment. Des boucles de rétroaction, c'est que, par exemple, un système de boucle de rétroaction, c'est que, par exemple, cette idée, OK, encore avec l'idée de l'eau, si la pluie change et il y a moins de pluie dans une zone d'agriculture, il doit après peut-être changer comment il va irriguer les champs. Donc, il utilise peut-être plus de l'eau dans la terre, les aquifères. Le problème avec ça, et ça va changer après aussi même qu'est-ce qui est disponible là-bas pour des autres personnes qui aussi utilisent cette eau, mais que ça va aussi peut-être changer comment la pluie, les rivières sur la surface sont aussi utilisées, même pour les communautés qui sont plus bas dans le système et des choses comme ça. C'est important à reconnaître qu'avec des décisions et des actions, il y a des boucles de rétroaction qui doivent être considérées et aussi des variables lentes. Le problème, comme j'ai dit, est que c'est pas nécessairement facile à les expliquer, à les prouver pour les personnes qui prennent les décisions. Quatrième principe, encourager la réflexion sur les systèmes adaptifs complexes. Et ça, c'est difficile parce que cette idée de système adaptif complexe est, comme je viens de dire, c'est pas facile à expliquer. Il y a l'incertitude, il y a le changement non linéaire. C'est pas nécessairement facile à dire que si vous allez faire ça, ça va passer après. Que si c'est nécessaire à dire que si vous faites ça, il y aura quelques réponses possibles après. Et le besoin de perspectives multiples. C'est pas juste les scientifiques, c'est pas nécessairement juste les ONG, juste les gouvernements,
les communautés locaux et les peuples autochtones, que tout le monde a des perspectives et doit être aussi considéré. Voilà. OK. On a besoin des meilleurs outils et approches pour promouvoir la réflexion sur le SAC, le système adaptatif complexe, et éviter des sentiments de déroute et de paralysie parmi les gestionnaires. Et ça, c'est vraiment important. Un problème, c'est que ces outils et approches sont vraiment en train d'être développés et il y a beaucoup de compétition pour mettre la réflexion sur la résilience comme une solution à quelques problèmes sociaux et même écologiques. Ça, c'est quelque chose qui doit être encore considéré. OK, 5e. Encourager l'apprentissage. Ça, c'est important pour tout le monde. Comme j'ai dit, c'est vraiment une approche, une forme de pensement qui est encore en train d'être développée et que ces outils sont aussi en train d'être développés. Mais c'est pas juste nous, les scientifiques, les personnes qui font l'implémentation des projets, qui doivent avoir toutes les connaissances, c'est aussi que même eux, mais aussi des autres acteurs doivent être apprentisés, informés de cette forme de pensement et c'est quoi, en fait, après ça, c'est quoi, en fait, les actions qui doivent être faites aussi. Mais c'est important que chaque secteur, chaque groupe des acteurs dans cet système ont besoin des différentes formes d'apprentissage, d'information. Et c'est important à savoir c'est quoi le type d'information qui est nécessaire pour tout le monde. Est-ce que c'est de la recherche économique, écologique, sociale, comment ça va aider aussi la santé des communautés, ça va aider le développement des économies nationaux, etc., etc. OK, 6e. Élargir la participation. So, comme j'ai dit, il y a beaucoup de perspectives sur cette idée de résilience, mais aussi comment gérer un système socio-écologique. Et donc, c'est important que les personnes qui sont incluses qui participent dans ce système de gestion, ils ont aussi la confiance et la connaissance, comment ça va fonctionner et aussi comment ça va bénéficier après. Mais je pense que ça c'est clair dans beaucoup des systèmes de gouvernance, cette idée de participation. Oui, une compréhension nuancée est nécessaire de qui participe. C'est pas juste l'idée qu'il va savoir que, OK, cette réflexion sur la résilience est là, mais c'est aussi, il doit comprendre c'est quoi exactement cette idée de résilience et comment ça peut être implémenté.
OK, le dernier principe, c'est le promouvoir de la gouvernance polycentrique. Ça, c'est l'idée que ce n'est pas juste une agence, peut-être gouvernementale ou de communauté, qui va gérer tout le système. Que même avec l'idée de participation, que il y a quelques organisations, des agences, des ONG, des organisations au niveau de communauté, même l'ONU, les gouvernements nationaux, régionaux, tout ça, qui doivent participer et intégrer dans ce système de gestion. Et un peu après cette idée de redondance, que c'est aussi à cause qu'on a besoin de beaucoup de ressources, des capacités, de tout ça, que chaque agence peut contribuer dans quelque façon de cette gestion, et ils sont aussi capables à peut-être aider si une autre agence, organisation, acteur, peut-être des personnes sont pas capables à faire quelque chose, sont peu capables à faire quelque chose à cause d'un choc, une perturbation aussi. Et donc, c'est important aussi d'avoir un bon système de coordination entre tous ces acteurs. Une autre chose là est cette idée de compromis entre les utilisateurs. C'est vraiment important à savoir que il y a encore beaucoup des autres priorités sociales et même écologiques. Et il y a quelques acteurs dans le monde de conservation qui veulent séparer un peu les humains que les écosystèmes naturels. Même dans le gouvernement, il veut que l'idée de conservation et ces formes de gestion de l'environnement est à côté, et par exemple la gestion de l'économie ou des autres choses importantes sont à côté, et la connexion est pas toujours considérée. Et à cause de ça, c'est peut-être nécessaire à négocier un peu des compromis pour laisser tout le monde sentir confortable avec cette idée. Et c'est sûr que la confiance entre les acteurs est essentielle. OK, ça c'est les sept principes de la résilience. Je vais juste expliquer un peu. On a une approche qui a été développée par SweatBio, et c'est un système qui laisse quelques systèmes de connaissances être considérés ensemble pour finalement comprendre et prendre des bonnes décisions qui vont aider la gestion de l'environnement, des systèmes socio-écologiques. Et on s'appelle, en anglais, c'est the multiple evidence-based approach. En anglais. En français, c'est approche fondée par des multiples éléments. Est-ce qu'on peut finir dans 5 minutes? Ça ira? Encore 5 minutes? Pas de problème. Oui, d'accord. Pas de problème. Merci. Donc, je vais être vite.
En fait, voilà. Avec cette image, je pense que ce sera mieux. Il y a des différentes formes de connaissances et ils sont considérés ensemble pour intégrer, coproduire de connaissances, mais aussi pour mettre plus un système de un résultat que tous les acteurs peuvent sentir plus confiants que la voix, les perspectives être considérées. Et avec ce système, il y a la possibilité à revenir pour aussi influencer et considérer les résultats et peut-être le système de gestion pour encore améliorer plus, même si ces formes de connaissances sont bonnes pour la situation, mais aussi comment ce type de connaissance est fondé. Bon, dernière chose, il y a 2 ans, on avait une dialogue, une forme d'atelier sur ces 7 principes sur la résilience. Et on avait 50 participants de 17 pays et même des autres organisations de l'ONU et des ONG et des communautés qui considéraient comment les approches de résilience peuvent être mises dans le monde réel. C'est peu juste académique. Et c'est sûr qu'il y avait une divergence dans le groupe sur la compréhension de la résilience. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un défi, mais c'est important à savoir que tout le monde n'a pas la même compréhension. Et ça dépend vraiment sur les valeurs et leur contexte. Et dans les 7 principes qui étaient considérés, il avait aussi réalisé qu'en fait, il y a plus qui doit être aussi considéré. Par exemple, il y a le besoin de bonnes directions, même avec la coordination et tout ça, mais que les personnes qui sont les leaders, ils sont capables à bien gérer tous les acteurs et tous ces systèmes complexes. Aussi, pour avoir des agences de changement avisées qui va promouvoir ce système. Une autre chose était considérer aussi le bonheur. Des fois, les principes sont trop académiques, et donc, cette idée de considérer, c'est pas juste si il y a la nourriture disponible ou s'il y a l'argent, mais c'est aussi cette idée que les personnes sont heureuses aussi. Et l'identité, et ça c'est quelque chose même avec l'idée de valeur et de contexte, que tous les acteurs sont aussi ont leur propre identité. C'était une opportunité pour les 7 principes sont l'opportunité pour les décideurs politiques, scientifiques et professionnels d'analyser des approches diverses et la façon dont nous structurons les questions est réalisée à notre expérience et notre connaissance. Et ça, c'est important à savoir aussi avec la gestion de réflexion sur résilience. Ma dernière slide, c'était juste quelques recommandations. Et c'est juste pour renforcer
c'est vraiment dépendant sur les contextes spécifiques et ça, c'est important à considérer. Et que on a besoin de synthétiser des approches complémentaires. Et j'ai suggéré que ce système d'utiliser des quelques formes de connaissances est vraiment important pour ça. Et finalement, que on doit aussi considérer comment mettre cette idée d'intégrer cette réflexion sur la résilience au sein de leur plan sectoriel, de leur plan de développement et des cadres politiques. Parce que si on ne connecte pas bien avec ces choses au dehors de notre secteur, que ça ne va pas fonctionner comme on veut. Finalement, juste, il y a quelques ressources. Je crois que cette présentation sera disponible après, donc vous serez capable à trouver ces ressources en ligne après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tristan Tyrrell, pour la présentation très intéressante. Donc, vous avez vraiment mis en évidence les 7 principes de résilience que je ne vais pas répéter ici, mais ils touchent à des questions vraiment importantes. Et on va voir s'il y a des participants qui sont intéressés de poser des questions. Je voulais juste faire un commentaire sur le dernier principe et sur vos remarques à la fin, qui me paraît vraiment intéressant de promouvoir la gouvernance polycentriste et de faire participer les différents acteurs dans la réflexion sur la résilience. Quelle est votre expérience avec la réflexion sur la résilience avec des partenaires? Est-ce que vous avez travaillé avec un pays concrètement ou alors avec une organisation? Vous avez mis des photos de participation avec des partenaires. Est-ce que vous avez vous-même participé à des ateliers sur cette question? Oui, donc ces photos étaient pendant cet atelier il y a 2 ans en Éthiopie. C'était un atelier mondial pour considérer ça. Et ça, c'est un problème. Oui, j'ai travaillé avec quelques pays et en fait, on est en train de faire quelque chose de similaire maintenant pour considérer mettre mieux cette idée de résilience dans les plans pour le changement climatique, comment adapter et mitiguer les effets des changements climatiques avec l'utilisation, la considération mieux les bénéfices de bonne gestion des écosystèmes. Mais le problème pour le moment est dans beaucoup des pays, il y a un système de gestion, de faire des plans, des stratégies et les implémenter qui sont encore utilisés et ils sont difficiles à changer pour aussi considérer pour considérer mieux les contributions des autres secteurs et des autres acteurs, peut-être aux autres niveaux. On a besoin de changer vraiment notre système de gouvernance pour mieux considérer comment mettre plus ce concept de résilience dedans. D'accord, vous êtes heurté à la résistance, ou disons, vous êtes heurté à une inertie du système de gouvernance qui se fait dans les pays. Oui. D'accord. J'aurais une question à poser d'un participant. Je vais voir, donc j'encourage les participants qui sont là présents en ligne à lever la main pour pouvoir poser des questions.
Donc, je vais voir, lorsque j'aurai une main levée, je vais pouvoir donner la parole. Mais en attendant, il y a une personne qui a écrit, qui a posé une question par écrit et on va voir si vous pouvez. C'est Abdayem qui demande: est-ce que le terme stagnation fait référence à la stabilisation pour un graphique que vous avez montré dans votre présentation? Donc, vous avez, Tristan, il y avait un graphique, il demandait est-ce que le terme stagnation fait référence à stabilisation. Et je ne sais pas exactement de quel graphique il s'agit. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Excuse une seconde, je vais le trouver. D'accord. Parmi les premières diapos, peut-être. Voilà. D'accord. Oui, oui, c'était quoi la question? Stabilisation ou bien? Non, en fait, pour nous, cette idée de stagnation n'est pas quelque chose de bon. Pour avoir un système socio-écologique qui est résilient, c'est nécessaire que le système peut être adapté. Donc, si c'est vraiment stagné, c'est moins capable à adapter parce qu'il y aura des changements et donc notre système socio-écologique doit aussi changer avec ça. Le défi, c'est laisser ce système changer avec moins d'impact sur notre bien-être. Et ouais, d'accord. La réponse courte est non. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question suivante est de Joachim Melingui Mama. Je vous donne la parole. Vous m'entendez, Joachim? On vous écoute? Ah, malheureusement, le son est très mauvais, Joachim. On ne peut pas vous entendre. Peut-être vous pouvez poser la question par écrit. Alors, en attendant, je vais donner la parole à Olivier Ngoye qui a demandé la parole aussi. Olivier, on vous écoute. Oui, merci. Vous m'écoutez? Vous venez de quel vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Olivier je suis à Lumbashi, du laboratoire CARPES. Allô? Ok. Je voudrais juste savoir, vous avez dit la résilience n'est ni bonne ni mauvaise. Alors, supposons que nous avons pris des pistes. Comment savoir si nous sommes sur le bon chemin ou pas? Quels sont les signes indicatifs qui montrent que, oui. Comment donc, vous avez entendu la question, Tristan? Comment on sait si on est sur le bon chemin pour la résilience? Oui, et merci pour la question. C'est quelque chose de vraiment difficile. Comment on est capable à gérer le système pour nous mettre bien sur le bon chemin. Comme j'ai dit, cette idée de résilience peut être aussi mauvaise dans le sens que ça peut être mal implémenté. Et c'est nécessaire que tous les acteurs, toutes les perspectives sont bien considérées et qu'on est bien capable à prouver que c'est système complexe
être bien géré pour être capable à adapter au changement, au choc, aux perturbations. C'est sûr que cette idée de prendre, de considérer toutes les perspectives est vraiment important. Avoir un bon système de consultation et avoir un bon système d'information qui est dans les langues, les formes de connaissances qui peut influencer les personnes qui prennent les décisions. Et aussi pour les personnes qui font l'implémentation, qu'ils comprennent bien c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord, est-ce que c'est bien nécessaire clair à travailler Donc, il n'y a aucun signe indicatif bon, des éléments qui peuvent nous conduire, genre, donc, des points repères pour ne pas aller loin des objectifs poursuivis. Si vous voulez, je pourrais donner un exemple que vous avez cité d'ailleurs pendant votre présentation, Island, sur l'utilisation des ressources en eau, par exemple. Lorsque vous avez parlé, en période de sécheresse, les moyens habituels pour accéder à l'eau ne sont plus disponibles, on commence à chercher l'eau dans les réservoirs souterrains et donc, si on utilise l'eau de manière non économique et de manière excessive, on ne pourra pas dire, dans cet exemple, par exemple, on peut dire, oui, on ne va pas dans une direction appropriée pour la résilience, puisque si on utilise les ressources en excès à court terme, il va y avoir un danger pour la résilience à long terme. En effet. OK. Bien sûr, c'est un exemple que je donne, mais tout dépend en fait de quelle ressources il s'agit, de quelle activité, de quel objectif qu'on s'est fixé. Ok. Merci. Peut-être, Tristan, vous voulez rajouter quelque chose ou par rapport à ma remarque? Je m'excuse, je n'ai pas tout compris. Il y avait beaucoup de bruit. D'accord. Non, j'ai donné l'exemple de l'utilisation des ressources en eau de manière excessive, qui ne va pas dans la bonne direction de la résilience. Un excès d'utilisation des ressources. Oui, oui, c'est ça que des fois les réponses court terme sont pas nécessairement les bonnes réponses au long terme. Et pour cet exemple de l'eau dans les réservoirs souterrains, ça peut être une réponse court terme, mais le problème est que ces réservoirs sont pas infinitifs. Et il y aura plusieurs des problèmes quand ils sont trop utilisés. Et peut-être il y a des autres solutions qui peuvent être aussi faites. Par exemple, savoir c'est quoi les espèces qui sont cultivées, est-ce qu'ils sont bons avec les conditions qui changent. Est-ce qu'en fait, il y a des autres réponses, peut-être restaurer des forêts ou des autres écosystèmes naturels dans cet endroit qui peut aussi aider avec le système hydrologique, même si il y a des autres activités dans cette zone qui ne sont pas bons à cause de ces conditions qui changent. Et ça, c'est pourquoi c'est nécessaire à inclure tout le monde, tous les acteurs dans le développement des plans, des stratégies et dans l'implémentation.
D'accord. Merci beaucoup pour les commentaires que vous avez rajoutés. J'ai une question de Joachim qui n'arrivait pas à nous contacter, qui a écrit la question par écrite. Donc, je vais lire la question de Joachim. Bonjour, Monsieur Tirel, je suis étudiant en analyse et évaluation à l'Institut panafricain pour le développement au Cameroun. Actuellement, au nord et à l'est de mon pays, des vagues de réfugiés sont accueillis fuyant la guerre dans les pays voisins. Lorsque ces personnes migrent, elles arrivent certainement avec des espèces végétales et animales qui pourraient interagir avec les espèces locales. Comment peut-on analyser le principe 1 de la résilience? Et peut-on parler de diversité et de redondance dans ces cas? Est-ce que, Tristan, vous avez compris la question? J'espère que oui. Mais dis-moi si j'ai manqué quelque chose. Je pense que cette question, il a demandé sur les premiers principes, mais en fait, ça c'est quelque chose qui touche avec beaucoup des autres principes aussi. La réalité est que notre monde change et il y a beaucoup des influences mauvaises et positives sur les systèmes. Et avec des changes de population humaine, avec l'introduction des autres espèces, avec beaucoup des influences. Le problème, qu'est-ce qu'on veut dire est qu'on a besoin de bien gérer les écosystèmes naturels. S'il y a des espèces qui sont introduites, ça peut affecter cette diversité dans un écosystème. Souvent, il y a des espèces introduites qui sont vraiment capables à changer l'écosystème et enfin, ça peut réduire la diversité dans l'écosystème parce que ces espèces couvrent tout et enlever des espèces et la diversité naturelle dans cet écosystème. Je connais pas bien cet endroit, donc je suis pas capable à dire des choses spécifiques, mais ça c'est peut-être un exemple d'une perturbation, un choc dans un système. Si toutes ces personnes qui sont arrivées là-bas sont arrivées dans une petite période, une période courte. Et donc, ça, c'est vraiment une pression sur le système qui est vraiment un choc. Et dans notre monde plus de côté de conservation, on croit que si on a une diversité et une forme de redondance dans cet endroit, dans ce écosystème, que ce sera plus capable à adapter avec toutes ces nouvelles personnes. Mais ça, c'est aussi un exemple d'un système complexe que c'est nécessaire à travailler avec toutes les personnes, les réfugiés, les personnes qui habitaient là-bas déjà, les gouvernements des deux pays, des ONG, peut-être il y a des agences de l'ONU qui contribuent selon leur perspective dans cette situation. Et c'est pas nécessairement facile à dire que, OK, si il y a
c'est quelques, I don't know, par exemple, 5 espèces qui sont vraiment importantes. On va gérer un écosystème pour assurer qu'ils sont, bien disponibles. C'est aussi qu'on doit penser de tout le système et comment ça va fonctionner pour faire un système résilient dans le sens social et écosystémique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Oui, ça me paraît vraiment compréhensif. Je peux peut-être rajouter un commentaire parce que la question qui a été soulevée, c'est peut-être aussi les espèces invasives qui peuvent aussi représenter un risque, des espèces qui arrivent, qui sont nouvelles et qui n'étaient pas présentes avant, qui pourraient devenir invasives. Donc ça dépend des espèces. Dans le cas, par exemple, de l'Australie ou des îles, on essaie de protéger l'arrivée d'espèces de l'extérieur parce qu'elles peuvent perturber les écosystèmes locaux. Donc cette question par rapport à la recherche de la biodiversité, certaines espèces qui n'ont pas évolué localement, elles peuvent perturber l'écosystème et modifier l'équilibre qui était déjà avant. Donc peut-être, mais dans le cas d'un pays qui est limitrophe et où les frontières sont à côté, il y a de toute façon des échanges, mais peut-être dans le cas de guerre, les déplacements augmentent et il y a plus de chocs et de risques possibles. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore demandé la parole et je vois ici, je vais donner la parole à Yakuba. On va voir si vous êtes là. Vous m'entendez, Yakuba? Yakuba Umaru? Est-ce que vous m'entendez? Yakuba, non? Alors, Yakuba a donné la question par écrite, je vais la lire. Bonjour, je suis Yakuba Umaru du Cameroun. Je suis membre de la jeune équipe AIRD d'Habital. Nous travaillons sur l'analyse interdisciplinaire de la résilience des écosystèmes dans le bassin du lac Tchad. Ma question est, est-ce possible de diagnostiquer la résilience d'un système avant le choc? Alors, OK, ça c'est une bonne question. En fait, le test pour si un système est résilient est comment ça passe une choc. Et donc, oui, ça c'est pour bon savoir si le système est résilient. Mais pour nous, on croit que l'idée de si l'écosystème est bien géré dans le sens de il y a cette diversité, que il y a une bonne participation par tous les acteurs et que il y a des bons plans s'il y aura un choc abrupt, mais aussi une change lente que ça va mettre une forme de résilience dans le système. Il y a un problème avec ce sens de résilience est que les indicateurs, comment on peut montrer la tendance dans un système résilient est pas facile à faire. Il y a beaucoup des personnes qui essaient de formuler ça, mais ça dépend aussi sur chaque système parce que ces indicateurs doivent être appropriés pour
cet endroit et ce système, parce que chaque système est différent. Des écosystèmes, des acteurs, des stakeholders, des personnes qui sont là et le fonds de gestion. Merci, Tristan. Je vois une personne, à voir si vous prenez la parole. Aubin Ndata. Aubin Ndata, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Aubin Ndata? Non? On va passer à quelqu'un d'autre. Aminata Ndoye. C'est ça, oui. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, peut-être près du microphone? On vous entend pas bien. Allô, allô? Oui, voilà, je vous entends mieux. Oui, je suis sénégalaise du ministère de la Gouvernance locale et de l'aménagement du territoire. Donc, je pose la question à savoir comment intégrer la résilience dans les plans de développement des territoires. Merci. D'accord. Donc, ça, c'est la question qui a été soulevée. Vous entendez, Tristan? Vous avez entendu? Oui, et merci pour cette question. Et encore une question importante. La réalité, il n'y a pas beaucoup exemplaires qui existent à montrer comment le faire. On pourrait juste vous dire que dans le développement de ces plans, si vous avez des bonnes consultations avec tout le monde à tous les niveaux, même au niveau gouvernemental que les niveaux locaux, et pas nécessairement avec des individus, mais avec des organisations communautaires, des ONG, des autres agences de gouvernement, etc., etc. Pour savoir c'est quoi exactement être résilience dans leur contexte. L'idée de résilience, je crois, est en train de devenir plus connue et plus considérée. Mais cette idée de résilience dans un système socio-écologique peut être interprétée différemment. Donc, oui, c'est un bon système de consultation qui est enfin un bon système, un bon plan pour la gestion. Comment ce sert à quoi leurs responsabilités, qu'ils sont bien capables à savoir leurs responsabilités et qu'est-ce qu'il va faire dans dans cette monde qui change, qui est juste la réalité. Mais c'est aussi important que ces plans de développement aussi sont synergistiques et qui considèrent aussi des autres plans sur le gouvernement. Par exemple, les plans nationaux sur la biodiversité, les plans pour le changement climatique, etc., etc. D'accord, merci beaucoup. Donc, oui, vous parlez des plans qui existent déjà, comme pour la biodiversité ou pour le changement du climat. Je voulais demander à Aminata, vous êtes de quel ministère au Sénégal? Je suis au ministère de la Gouvernance locale et de l'aménagement du territoire. La gouvernance locale, d'accord.
Est-ce que vous avez eu vous-même l'occasion dans le cadre de vos discussions avec les collègues de parler de la question de la résilience? Bon, je dois dire que c'est un nouveau concept qui a été introduit. D'accord. D'accord. Donc, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en discuter? On n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais dans les prochains jours, on le fera. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Allez, merci. Bon, il nous reste encore du temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, je vais voir maintenant s'il y a encore des questions par écrit. J'ai eu une question, une remarque qui a été faite que je vais lire de Fenozo, qui est malgache. Il est écologiste et télédétecteur, qui est venu un peu tard pendant le webinaire, mais qui a quand même une question. Pour lui, la définition de résilience, c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Il a entendu donc, d'après le troisième principe, qu'il s'agit de gérer justement la résilience. Il a entendu un exemple pour le changement de précipitations et de pluie. Et il a été proposé de changer la façon dont les champs sont irrigués. Donc la question est pourquoi est-ce qu'on cherche d'abord la cause? Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas d'abord la cause comme une dégradation de la forêt? Et après, on cherche une solution en reboisant, par exemple, la forêt. Donc, la question qui est soulevée dit pourquoi on ne cherche pas la cause du problème. Je ne sais pas si c'est une question, une remarque, mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez, Tristan? OK. Merci pour ça. Je pense que j'ai pas bien l'expliqué. C'est l'exemple que j'ai donné est un exemple d'une mauvaise réponse à un choc, à un changement. En fait, c'est à cause d'une variable lente. Et que si la réponse est juste à aller trouver une autre source d'eau qui est dans les réservoirs souterrains, que ça peut être une solution plus courte, mais c'est pas vraiment le bon réponse. Et en fait, oui, c'est ça. C'est aller trouver c'est quoi la cause de changement et aussi trouver des autres réponses qui sont plus durables dans le long terme. D'accord, merci. Alors, un problème de déforestation, mais aussi s'il y a il y a des autres solutions qui sont plus grandes, et c'est pas juste dans cet écosystème qui sont plus grands aussi. Dans la gestion de la terrain, peut-être au niveau national, même le changement climatique qui est quelque chose de global. C'était juste un exemple d'une réponse immédiate qui n'est pas nécessairement une réponse durable. D'accord, je vois ici une main levée, Sambo Gemo. Est-ce que vous m'entendez, Sambo? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Ok, merci. J'ai envoyé mes questions déjà par écrit. D'accord, peut-être vous avez une autre question, la même. Non, sur les questions que j'ai envoyées. Hein. Si D'accord. on pourrait me répondre à cela. Oui. Alors, la question? Bien, j'ai écrit l'école de la résilience des systèmes écologiques et sociaux reconnaît la possibilité de multiples trajectoires viables dans le long terme,
avec des approches et outils qui prennent en compte les rétroactions, redondances sociales, écologiques et l'existence de savoirs multiples, la reconnaissance de la pluralité des connaissances avec une gouvernance polycentrique, comme on l'a appris dans le cours précédent, tout à l'heure. Alors, mes questions sont les suivantes. Quelle est la place actuelle de l'agroécologie face à une course et une concurrence effrénée des fabricants d'engrais nocifs, de bioagresseurs pour des agrosystèmes compatibles avec les processus biologiques, valorisant les conditions locales et les connaissances scientifiques novatrices? La deuxième question, je veux savoir, étant dans l'incertitude que la pluralité pourrait risquer l'évolution des connaissances, n'est-ce pas? Quelles seraient les institutions pertinentes actuelles dans l'expérience du présentateur dans la gestion des réflexions pratiques sur la résilience? Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième question. La deuxième question, conformément à vos expériences, quelles seraient les institutions pertinentes actuelles dans la gestion des réflexions pratiques sur la résilience? D'accord, les institutions pertinentes actuelles. Oui, d'accord. Ouais. Vous parlez d'un pays spécial, dans votre pays ou d'un endroit? Non, dans les expériences internationales du présentateur, quelles sont les institutions que lui, il pense qui donnent vraiment une réflexion pertinente, comme il a dit, n'est-ce pas, dans le processus de réflexion en vue de la résilience? D'accord. Donc la première question, c'était sur le... Pardon? Parce que je me dis que reconnaître la pluralité des institutions, des connaissances, risquerait de freiner l'évolution dans les connaissances. D'accord. Donc, si je rappelle juste la première question, c'était sur quel est le point de vue sur l'agroécologie par rapport à l'agriculture intensive qui utilise des pesticides, sur la question de la résilience. C'est bien ça, hein? D'accord. Et la deuxième question sur les institutions pertinentes actuelles en matière de résilience. Oui, c'est cela. OK. Pour la première question, ça c'est quelque chose de difficile à dire. En généralité, c'est sûr que si les pesticides sont trop utilisés, ça diminue la résilience d'un système écologique. Peut-être c'est bon pour la cultivation d'un produit ou quelque chose, mais il y a des problèmes plus downstream, plus bas dans le système, qui va avoir des impacts sur la faune et la flore là-bas, mais même pour les humains avec les problèmes de santé, si l'eau est encore potable et tout ça. Je ne suis pas capable à vous donner un exemple d'une limite de l'utilisation de pesticides, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être évalué quand il y a le développement des plans et des stratégies pour avoir un système socio-écologique qui est résilient. Pour votre deuxième question, sur les agences principales, en fait, c'est presque tout le monde. Et ça, c'est un défi, peut-être un problème aussi. C'est sûr que les ministères, les départements qui a la responsabilité pour la conservation doivent être là, développement de finances, agriculture, forestier, la pêche, etc., etc. Mais même aussi les gouvernements locaux qui sont en charge, qui ont plus de responsabilités dans quelques régions ou locaux spécifiques. Il y a aussi des représentatifs des communautés aussi
des agriculteurs, des pêcheurs, les communautés qui sont dans les locaux, les ONG qui vont implémenter des choses, mais aussi au plus haut des donneurs, les pays ou les organisations philanthropiques qui donnent l'argent pour implémenter des projets, pour assurer que s'il y a des projets qui sont plus pour, par exemple, le développement économique ou qui sont plus pour la création des parcs nationaux, qu'il aussi prend en considération comment ça va aider cette idée de résilience dans le système socio-économique pour réaliser que l'économie est aussi dépendante sur la biosphère, mais même que il y a des personnes qui sont vraiment dépendantes sur les écosystèmes naturels là-bas. Donc, c'est quoi qui va passer avec les services écosystémiques à cause d'un projet de conservation, par exemple. La réponse courte, c'est tout le monde, mais ça vous aide pas. Ça vous aide pas. D'accord, merci beaucoup. Nous reste que quelques minutes pour finir. Donc, je voulais juste peut-être rapidement donner la parole à une personne. Adoulay, est-ce que vous m'entendez? Adoulay, vous avez la parole. Vous avez 1 minute pour poser votre question. Adoulay? Non, je ne vous entends pas. Bon, ben, vous pouvez la poser peut-être par écrit. En fait, bon, nous allons clôturer avant de donner le dernier mot donc à Tristan et de remercier d'abord Tristan pour la présentation et les discussions très intéressantes. Je voulais encourager tout le monde donc à participer d'abord à faire les cours de manière à finir ce cours, donc les cours en ligne, et puis aussi les discussions, les forums de discussion. Enfin, vous pouvez aussi poster vos commentaires également sur le nbsapforum.net, qui est un partenaire du cours avec le PNUD. Et donc, merci de votre participation. Et je donne le dernier mot à Tristan. Merci encore une fois d'être venu. Et peut-être vous avez un commentaire pour clôturer. Merci beaucoup et merci encore à tout le monde pour votre participation. C'est vraiment juste que cette idée de résilience dans les systèmes socio-écologiques est spécifique. C'est vraiment spécifique à chaque local. Donc, je ne peux pas nécessairement vous donner des idées en général, à part qu'est-ce que j'ai présenté. C'est nécessaire à étudier un peu les ressources disponibles et essayer à intégrer avec les discussions, par exemple, avec les plans de développement, parce que c'est vraiment quelque chose de complexe et ça a besoin de beaucoup de participation et contribution. Mais je suis disponible pour répondre à plus de questions. Voilà les deux sites web, stockholmresilience.org et le programme avec qui je travaille. Et vous êtes capable de me trouver là-bas, mais même je pense que les organisateurs sont capables de partager mon courriel. Merci. D'accord. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions aussi sur le site et les commentaires. Donc, une bonne semaine à tous et merci encore et à la semaine prochaine pour le webinaire suivant. Merci.